Là. Bref, Monsieur Pop, je suis un peu Chris, tu m'as devancé sur un sujet il y a comme 10 minutes que je voulais m'avancer, mais c'est Nick Suzuki que je voulais, sur lequel je voulais m'annoncer. Mais Nick Suzuki, regarde, tu l'as mentionné, mais je le confirme, ça sera 100 points pour lui cette saison. Écoutez, ma métrique, vous me dites, bah, on se base sur quoi? Oui, tu sais, c'est un point par match, mais c'est très simple. Moi, je me suis dit, il fait un point par match. OK, il y a 85 points, il en manque 15. Il reste 13 games. Ça devrait être faisable. Allons-y. Oh, yeah, vas-y donc pour les 100 points. La triple menace, podcast de maths, n'oubliez jamais. Oubliez jamais. Podcast de maths. Puis même pas dit aussi, ça serait une première depuis Naslund. Écoute, t'étais même pas né, c'était à quel point ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Puis c'est pas juste ça, c'est qu'aussi, c'est dans une époque où la Ligue nationale était immensément. Je pense que c'était le pic offensif de l'histoire de la Ligue nationale, le milieu des années 80. Puis depuis ce temps-là, aucun gars de 100 points. Je pense que dans l'histoire du Canadien, si je ne me trompe pas, il y a genre 6 saisons de 100 points dans l'histoire du Canadien de Montréal. Mais pas tant que ça, parce que tu comptes un peu les gars des années 70, genre Guy Lafleur, tu sais. Ouais. Mais à part de ça, les années 60, c'est oui, Maurice Richard et compagnie, Jean Béliveau, oui. Ça ne jouait pas cette game. Mais c'est ça ne jouait pas cette game-là spécifiquement non plus pour le faire. Donc, écoute, contexte historique oblige, mais on est là pour l'annoncer. Nick Suzuki va se rendre aux 100 points. Félix. J'allais dire Mio. Oui. Si tu crois vraiment que Nick Suzuki va faire son 100 points, il va le faire quand? Écoute, je sais que les Canadiens ont un horaire qui s'avère corsé. Tu sais, je sais qu'il y a notamment là, des affrontements contre les Islanders, pas les Islanders, pardon, mais les Hurricanes et le Lightning de Tampa Bay. Quand il va le faire, on va dire au match 82. OK, contre les Flyers à l'étranger. La seule affaire, c'est à l'étranger. Ça, je suis un petit peu déçu de ce côté-là, mais moi, j'ai envie de dire, là, le 11 avril... Ça sera ça. Le 11 avril contre Columbus, là, c'est un samedi au Centre Bell. C'est le dernier match au Centre Bell de la saison. Je fais 2 prédictions là-dessus. Nick Suzuki va faire son 100e point dans ce match-là et le Canadien va assurer sa présence en série le même soir. Claude Caulfield marque son 50e ce soir-là, c'était samedi soir. Mio, prends son note. On va mettre pen to paper. On va préparer tout ça. Là. Pendant que Mio prend ses notes, moi je suis juste un petit point. Écoute, Mio, j'ai rien à dire sur ton point. Moi j'ai juste En fait, j'ai un truc à ajouter, mais c'est pas du tout un argument ou quoi que ce soit. Là. Je trouve juste ça beau qu'après, tu sais, je l'ai dit, là, moi j'ai passé mon enfance à espérer que le Canadien gagne des matchs 3-1 parce que Carey Price allait les sauver. Là. Aujourd'hui, au moment où on enregistre, là, je regarde les meilleurs pointeurs de la Ligue. Là. Nick Suzuki est 7e meilleur pointeur de toute la Ligue. Sérieux, là, le mois de mes 20 premières années de vie aurait jamais pu rêver de voir un gars du Canadien 7e meilleur pointeur de la Ligue. Et sérieusement, tu regardes ça, là, il rattrapera évidemment pas Kucherov, McDavid et McKinnon qui ont tous 114 points plus. McLeod Celebrini à 96 risque de finir en avant. Okay? Mais Leon Draisaitl est à 97. Sa saison régulière est vraisemblablement terminée. Oh non, elle est terminée. Sa saison régulière. Ouais, mais c'est encore... On s'attend... C'est pas officiel, mais c'est le scénario très, très, très probable. Il y a un réel monde dans lequel, à la fin de la saison, Nick Suzuki est un des 5 meilleurs pointeurs de toute la LNH. Il y a un monde dans lequel ça arrive, là. Puis il y a un monde dans lequel le gars qui est sur son trio gagne le trophée Maurice Richard. Fait que tu sais, on parle de comme quoi cette équipe-là avait sérieusement besoin d'attaque, puis a longtemps été une équipe basée sur la défensive. Là. Ben mon Dieu que c'est en train de changer. C'est Suzuki qui vient top 5 pointeur de la Ligue, ce serait absolument surréel pour un gars qui, il y a encore 2 ans de ça. Là. Il y a du monde qui n'était pas sûr que c'était un centre numéro 1 dans la LNH. Il y a du monde qui pensait pas que ça faisait équipe. Non, il y a encore du monde qui pense encore ça présentement. Et puis, il y a du monde qui pensait que ce gars-là ne méritait pas de faire l'équipe Canada. Ce gars-là a une réelle chance de finir top 5 pointeurs de la Ligue cette année. Je vais terminer là-dessus. Il y a toujours aussi cette fameuse clip pour un autre certain joueur ailier droit qui n'est plus dans la LNH aujourd'hui. Puis non seulement ce gars-là va finir top 5 pointeurs de la Ligue. Là. Va pas seulement finir top 5 pointeurs de la Ligue. Ce gars-là va gagner le trophée Selkie
Un top Oui, 5 ça, de la ligue hey, ça qui fait, gagne le Selkie. ça fait un mois que son nom est dessus. Là. Ça fait déjà un mois que son nom est C'est presque. Dès qu'il y a un sondage avec des électeurs, Suzuki est toujours le favori, puis de plus en plus unanime pour gagner le Selkie. Ce gars-là a une réelle chance, j'insiste, de finir top 5 pointeur de la ligue et de gagner le Selkie. Et il y a du monde qui se disent deuxième centre. C'est quoi ça? C'est sérieux? On peut juste sourire gaga là-dessus. Messieurs, avant de passer aux autres sujets hockey qui nous restaient là à jaser avec vous, ben, que ce soit de Cole Caulfield, que ce soit de Nick Suzuki ou tout autre fait saillant des Canadiens, vous savez quoi? Souvent, si vous n'avez pas toujours le temps de chercher sur YouTube, en plus avec les publicités, ben, allez donc sur notre compte TikTok parce qu'on en publie justement pour être sûr que vous ne les manquez pas. Puis, vous savez quoi? Oh, ben là, vous êtes abonné au compte La Triple Menace, ce qui veut dire que vous aurez toujours ces faits saillants en speed dial pour les consulter. All right, on parle des Canadiens, on parle de Lane Hutson, mais Félix, son frère Cole Hutson, lui-même fait jaser. Il fait tellement jaser, puis ça fait tellement... Cette famille-là impressionne tellement les gens que la clip la plus populaire cette semaine venant d'un Hutson, c'est un tir qui a pogné le poteau, tu sais. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Puis, écoute, on sait à Montréal, on connaît bien Lane Hutson, un excellent défenseur, ramasse des points comme si c'était de l'eau. Lui pourrait faire des points par match aussi, Canadien pourrait avoir 3. Sérieusement, au rythme où Slav va, peut-être 4 gars à points par match, c'est absolument surréel. Mais bref, Lane est en voie de terminer points par match. Il a littéralement 69 points en 69 matchs en ce moment. Mais, en ce moment, il y a un autre Hutson qui fait jaser à travers la ligue. Cole Hutson, le défenseur, qui a signé son contrat d'entrée avec les Capitals après l'élimination de son club dans la NCAA. Cole Hutson a fait ses débuts dans la LNH cette semaine. En 3 matchs, il a fini son match cet après-midi au moment où on enregistre ça. A déjà un but, une passe. C'est extrêmement impressionnant pour un gars qui, on le répète, a 3 matchs dans la LNH d'expérience. Puis, écoute, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir, Cole Hutson jouer. Il est un petit peu différent de son frère. Il est un petit peu plus physique, un peu plus costaud, moins agile un peu que Lane, mais ça reste un gars qui est extrêmement doué offensivement. Puis c'est déjà ramassé sur le premier avantage numérique avec John Carson qui est parti. On l'a déjà mis sur le premier avantage numérique. Ça n'a pas trop pris de temps. Ce gars-là est un des défenseurs qui est sorti de la NCAA les plus prêts pour le jeu professionnel que j'ai vu depuis longtemps. Lane, on l'a vu, puis il avait marqué, si je m'abuse, c'était 2 points en 2 matchs qu'il avait commencé avec, en début de carrière, les 2 derniers matchs de la saison. Là, Cole Hutson va avoir un petit peu plus de temps. Il va jouer comme une dizaine, une quinzaine de matchs à la fin de la saison dans la NH, qui va donner un petit peu d'expérience. Ce que des gars comme Lane Hutson n'ont pas eu. C'était 2 matchs et c'était tout. Et moi, je suis prêt à dire une chose. Dans un an, on va regarder Cole Hutson, puis on va se dire, ouais, ce gars-là, tout comme Lane, est un des 10 meilleurs défenseurs de la NH. Je suis très haut sur Cole Hutson, puis je le suis depuis longtemps, puis je le regarde, puis à date, tout ce que je vois de lui, ça répond à ce que je m'attendais. Ce gars-là est en contrôle sur le reste, puis encore une fois, 3 matchs, là, ce gars-là n'a pas du tout l'air dépassé par les événements. Puis là, à Washington, ça a une situation particulière parce qu'il va avoir le départ d'Alex Ovechkin à gérer, puis Cole va être moins bien entouré que Lane l'était à ses débuts. Lane avait quand même Cole Caulfield, avait Nick Suzuki, il avait Slav, il y avait quand même du monde l'an passé pour l'aider. Cole n'aura pas nécessairement Cole Hutson, parce que pas Cole Caulfield, le Cole Hutson va être un petit peu moins bien entouré quand même. Il n'y aura pas une tonne de talent comme ça, mais tu le regardes jouer puis c'est un naturel. C'est vraiment impressionnant de le voir jouer. Et moi, je suis prêt à dire que dans un an, on voit Cole Hutson puis on va dire il n'y a pas 10 défenseurs que j'aimerais plus avoir que lui dans ma brigade défensive en ce moment. Moi. Non, vas-y. On va attendre. OK. Moi, top 15, mettons. Je pense peut-être top 20, top 15 pour l'instant. Parce que moi, ce que je pense, c'est que Lane va être un petit soupçon plus agile que Cole, mais de pas grand-chose. Pour moi, ça pourra jouer là. D'après moi, il va peut-être avoir une notion un petit peu plus physique dans le cas de Cole Hutson. Mais moi, ce que je retiens surtout de son arrivée dans la Ligue nationale, c'est Félix, t'es comme moi, OK? Félix puis moi, on partage quelque chose en commun, OK? On est l'aîné dans la famille. Mio, je sais que tu as une soeur, je ne sais pas si t'es l'aîné ou non, je me souviens plus. T'es plus jeune, hein? C'est le bébé jeune, hein? Wow. Moi, Félix, on va se comprendre. Je vais dire, Félix, on va se comprendre, OK? Quand c'est le plus vieux qui commence en premier, là, c'est toujours plus dur, hein?
Tu sais, c'est tout le temps nous autres qui tapent la traîne et tout ça. Et moi, sur Twitter, j'étais complètement, je dirais pas offusqué, là, mais j'étais un peu triggered, OK? Juste un peu, là. En tant que aîné, personnellement, le nombre de personnes qui disaient « Oh, Cole Hudson, c'est le next big deal, c'est la prochaine grande super vedette et tout ça. » Il était où cette énergie-là quand Lane Hudson est arrivé dans la Ligue nationale? Hein? Si Cole Hudson jouait à Montréal, je pense qu'il aurait été haï tout autant. Là, vu qu'il est à Washington, on s'entend. C'est toujours Non, mais c'est plus dans le sens que... Mais oui, je suis d'accord. Lane Hudson, c'est comme « Oh, ce qu'il fait aux universités, ça se transposera pas dans la Ligue nationale. Il est trop petit, il est pas assez bon défensivement. » Lane Hudson, la seule catégorie qu'il va mener, c'est les head shakes par 60 minutes, là, tu sais. C'est ça le discours un peu sur Lane Hudson puis tout ça. Puis on dirait, tiens, vu que le premier, ça marchait, le deuxième, on est moins critique un peu tout d'un coup. Hein? Je sais pas. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Il y a quelqu'un qui vient de dire que Cole Hudson, dans un an, va être top 10 défenseur de la Ligue nationale, là. Écoute, moi j'étais haut sur les Hudson par rapport au consensus. J'étais un gros fan. Puis c'est vrai que tu m'avais dit, après ces 2 matchs à Montréal en fin de saison en 2023-2024, tu m'avais dit, après ces 2 matchs-là, ce gars-là va être top 10 défenseur de la Ligue dans un an. J'aurais dit, bon, slack un peu. Mais là, tu sais quoi? J'ai envie d'y croire. Je crois en ce gars-là. Tu sais, il y a du fait que l'adaptation, c'est tellement bien fait. Tu le vois jouer, puis man, il a tellement l'air d'un gars en contrôle. Puis je sais pas si c'est l'effet Hudson qui était bon l'an passé, puis Matthew Schaefer cette année aussi qui domine en tant que recrue, mais je crois tellement en Cole Hudson. Puis de plus en plus, on voit ces jeunes défenseurs-là qui arrivent, qui sont prêts. Puis j'ai envie de croire que Cole Hudson va être le prochain dans cette ligne-là de jeunes défenseurs qui émergent très rapidement. Et au grand détriment des ligues juniors majeures au Canada, ce sont des gars qui sont passés par les circuits américains. Alors, ça donne des munitions, mais on va voir d'ailleurs, programme québécois, là, la nouvelle refonte du système qui commence là l'année prochaine. Mais en fait, non, un peu, Schaefer est passé par le Oui, mais là, on parle des frères Hudson. En plus, on parlait de Michael Age tantôt aussi, donc voilà. Mais Pop qui n'est pas encore convaincu de la refonte. Écoute, Pop, à un moment donné, peut-être quelque chose. Anyways, c'est pas le sujet du jour, mais c'est le sujet du jour, par contre, avec toi, rapidement, là, c'est qu'on n'en veut plus de la Pacifique. En d'autres mots, Pop, les tweets, merci d'avoir participé, sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts, puis je pense qu'ils sont déjà envoyés à la malle, puis je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà ouverts. Écoute, honnêtement, là, on est entre nos 3 là, en ce moment. Là. La Pacifique, là, on peut s'en contre-coller pour les séries éliminatoires, là. Honnêtement, est-ce que vous embarquez dans l'opinion que la Pacifique est possiblement la division la plus faible qu'on a jamais vue les 15 dernières années? Elle l'est. Puis, je veux dire, je veux embarquer sur ton affaire, mais oui, OK. Toutes les équipes qui vont en ressortir sont terribles, OK? Absolument terribles. Vegas arrête pas de perdre. Mais même s'ils perdent, ils ont 3 victoires leurs 10 dernières, puis ils sont quand même top 3 de cette division-là. Mais tu as quand même des histoires que tu veux suivre. Après ça, c'est pas fait pour tout le monde. Mais avec Vegas, tu veux dire, bon, OK, Mitch Marner, tu regardais les Oilers. Hey, tu sais quoi? L'avant-dernière chance avec Connor McDavid, les Ducks. On va voir ce que les Ducks sont faits en séries éliminatoires. C'est ça que je veux voir, moi. OK. Mais je regarde la Pacifique en ce moment. C'est terrible. Non, mais je l'ai vérifié quelque chose. Il y a une stat qui est folle. Okay? Parce que je savais que les Ducks menaient la division avec un différentiel de but négatif. Ça, je savais ça. Par contre, quand tu regardes les 8 équipes de la division, là, sur les 8, il n'y en a que 2 qui ont un différentiel de but positif. Et ces 2 équipes-là, c'est Vegas à +2 puis les Oilers à +1. C'est le reste, là, -8, -17, -25, -35, -41, -78. À titre de comparatif, OK? Allons voir l'Atlantique pour le fun, la division du Canadien. Les Sabres, +45, le Lightning, +60, le Canadien, +16, les Bruins, +17, les Red Wings, -3, mais ça, c'est un drôle de -3. Les Sénateurs, +21, les Panthers, les Maple Leafs, -23, -29. Ça reste quand même pas mauvais pour les 2 pays équipes de la division, mais ça reste quand même pas mauvais pour la Pacifique. Puis
Ah, c'est fou, mais il y aurait 6 équipes de l'Atlantique qui mèneraient la Pacifique en ce moment. Puis dans la métropolitaine, il y en aurait 5. Les Capitals seraient à 1 point. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Ben, j'ai fait le calcul aujourd'hui, là. Les 8 équipes de la Pacifique finiraient avec un total de 661 points. À 8 équipes, là. 661 points. Veux-tu savoir, l'Atlantique est parti pour finir à combien? 3 millions à peu près? Ça n'a aucun sens comment tout le monde gagne? 779. Ouais, c'est quasiment 120 points de classement de plus que la Pacifique. C'est complètement fou. Bon, puis tu sais, tu regardes ça de façon que dans l'Ouest, il y a comme 3 équipes. Il y a l'Avalanche, les Stars de Wild, sont tous dans le central. Puis tu regardes ça, tu dis qui d'autre pourrait sortir de l'Ouest qu'une de ces 3 équipes-là? Tu sais, OK, le Mammouth, encore une fois, tu restes dans la même division, ça n'arrive pas ton problème. Tu sais, les Ducks, les Oilers, Tristan Jarry, la seule personne qui. En fait, la seule chose que Tristan Jarry déteste plus que ses coéquipiers, c'est les partisans qui le détestent lui. Les Golden Knights, c'est pas chic. Il n'y aura pas de 3 contre 3 pour les sauver. Comment ça, les fucking Kings sont encore dans le coup avec 72 points? Le Kraken, qui est tellement ordinaire. Puis même les Sharks à 70 avec John Klingberg comme défenseur numéro 1. C'est épouvantable. C'est absolument épouvantable. Puis, tu regardes dans l'Est, il y a une équipe, une super bonne équipe, même il y en avait 2. Là. Imaginons que les Red Wings, les Sénateurs ne font pas les séries, ça pourrait avec les Islanders aussi. Là, mais il y a même vraisemblablement 2 de ces 3 équipes-là qui ne feront pas les séries. Dans l'Ouest, les Ducks devraient les faire, les Oilers devraient les faire avec Tristan Jarry, puis les Golden Knights vont rentrer avec 31, 25, 14. C'est pathétique. C'est absolument pathétique. Je comprends ton point. Je les laisserai quand même rentrer parce que ça va permettre aux équipes de la centrale, les vraies bonnes équipes, de se faire la main et de les rincer en partant. Puis, sais-tu quoi? J'avais quasiment envie d'inclure la métropolitaine là-dedans, juste parce que les Hurricanes, je m'en fous totalement d'eux autres, mais je n'irai pas jusqu'à ce point-là. Et voilà. Mais, encore une fois, je vais utiliser ce moment pour faire avancer mon agenda. Remettons du 1-8-2-7 et ainsi de suite en séries éliminatoires. Oui! Voilà, faudrait l'avoir. Oui!